Orcom. Orcom qui est un cabinet d'audit, d'expertise comptable, de conseils fiscaux que notre public connaît bien puisque nous avons des rendez-vous périodiques 2 fois par an avec Xavier Poulet-Goffard, qui est le directeur général délégué à l'international pour ce groupe, pour ce cabinet, et qui va une fois de plus faire le point un peu sur la situation économique, sur la situation des investissements, des échanges, notamment entre la France et l'Italie, parce qu'il faut dire que la grande spécialité d'Orcom, qui maintenant s'est développée beaucoup à l'international, mais enfin, au départ, c'était surtout sur les échanges franco-italiens, les investissements croisés, etc. Alors, vous avez de nouveaux bureaux ici, et ces nouveaux bureaux, pourquoi? Bon, d'abord, merci Paolo de nous recevoir à nouveau. Je dis nous parce que, évidemment, je représente aussi, bien sûr, Orcom et puis toute l'équipe internationale que, par ailleurs, les auditeurs et téléspectateurs de l'Italian Diretta connaissent bien, Nicolas, Salvatore, Sabrina, pour ne nommer que. Oui, donc, notre implantation à la Défense, je pense que tout le monde connaît la réputation de ce centre d'affaires qu'est la Défense. C'est un centre d'affaires qui est majeur en France, bien sûr, mais aussi en Europe. Donc, tu as fait le lien aussi avec notre développement international que Orcom a réalisé sur ces 5-6 dernières années. On en parlait juste avant de filmer. À partir de 2017, il y a eu vraiment une croissance externe pour nous vers de nouveaux territoires qui ont représenté autant d'opportunités. Nous étions jusqu'alors dans le prolongement aussi de notre prédécesseur sur ce marché, Roméo Sirone, qui avait à l'époque choisi de poursuivre sa vie professionnelle dans un autre secteur, avait passé le flambeau à l'équipe actuelle et puis moi-même sur l'accompagnement des sociétés italiennes en France. On avait commencé sur cette base-là, marché et écosystème qu'on maîtrisait bien, et qui a fait naître aussi, d'abord par nos clients, parce que les clients italiens, peut-être contrairement à une certaine époque, en tout cas c'est ce que Roméo m'avait dit, ont besoin d'autre chose, avaient besoin d'autre chose, d'être suivis sur de plus grands pays et d'être suivis un peu plus d'une manière internationale, sans être totalement global. Voilà. Garder cette spécificité européenne, française, italienne, allemande aussi, c'est le cas quand on a des clients allemands, mais être capable d'accompagner ces entreprises qui sont pour la plupart des ETI, des grands comptes, des grands groupes, dans d'autres environnements que la seule frontière franco-italienne. Voilà. Donc tout ceci a été pour nous des éléments de boussole qui nous ont permis d'écrire cette stratégie d'internationalisation d'Orcom et que nous avons réalisé par étapes successives en fonction également des opportunités que nous avions pu rencontrer en s'associant et en intégrant des cabinets amis avec des personnes qui ont eux-mêmes fondé à un moment donné leur propre cabinet et qui ont décidé de nous rejoindre. C'est le cas aux États-Unis, avec une équipe initialement à New York, Boston et San Francisco, avec 2 experts comptables et commissaires aux comptes français qui sont là-bas depuis plus de 20 ans et qui nous ont rejoints fin 2017. Avec eux, nous avons aussi pu continuer notre croissance aux États-Unis, puisque nous, et avec eux toujours, nous sommes maintenant à Miami et à Los Angeles. Donc la réalité d'Orcom US, comme nous l'appelons, représente environ 70 personnes. C'est le premier, un des cabinets majeurs dans l'accompagnement des sociétés européennes aux États-Unis. Voilà, ça c'est important, bien sûr, avec un fort tropisme français, parce que nous sommes un cabinet français, et donc on a notre manière d'approcher la comptabilité, d'approcher la matière fiscale, d'approcher aussi une forme, on va dire, de déontologie et puis de présentation des comptes, des états financiers, de structurer notre approche d'audit. Voilà, c'est quelque chose
dont on voit la différence avec d'autres confrères quand on se compare. Mais on a évidemment la capacité d'accompagner nos clients italiens, allemands, espagnols vers ces territoires-là. On a continué ensuite notre croissance juste après, quasiment concomitamment, en Asie, avec là un cabinet qui avait été fondé par un ancien avocat et qui partait à la retraite et qui nous a passé le flambeau avec toute son équipe qui elle, est restée avec nous. On a pu aussi structurer un environnement d'associés. Hein. Je cite Marco D'Amor qui s'est associé avec nous à cette époque-là, qui est d'origine d'Italie du Sud et qui est suisse de nationalité, voilà, avec qui on a continué ce parcours. Donc en Asie, on est là aussi environ 70 personnes, entre Shanghai, ville majeure d'un point de vue économique, Pékin, on en parlait aussi à l'instant, qui se compare avec l'Italie, entre ce hiatus entre Rome et Milan. Voilà, Pékin et Shanghai ont leur importance, mais pas de même nature. Et puis nous avons évidemment une implantation à Hong Kong, qui est un point extrêmement important dans les mécanismes d'attractivité économique, les mécanismes aussi de passerelle dans les flux économiques des entreprises, tant de la Chine vers l'Europe que des sociétés européennes vers la Chine. Et puis, nous avons pu ensuite nous implanter en Angleterre, d'abord via une implantation d'un cabinet ami. On a l'ensemble de nos marques chez Orcom et dans l'environnement Orcom. Donc, ce sont nos amis d'H3P qui étaient déjà implantés en Angleterre avec un cabinet d'un peu moins de 10 personnes qui s'occupaient des fonds d'investissement et des sociétés d'infrastructure à Londres. Je peux faire une petite parenthèse. Est-ce que le Brexit a eu une influence? On va en parler. Je vais te répondre et je pense que notre développement est un exemple d'absence d'impact. En réalité, nous, on a souhaité poursuivre notre croissance à Londres, enfin en Angleterre et en l'occurrence à Londres, parce que Brexit ou pas Brexit, on a considéré de manière assez pragmatique que Londres, l'Angleterre, restait un emplacement extrêmement dynamique en termes de développement économique, en termes de recherche scientifique, en termes de performance académique. Et ce sont les 3 ingrédients nécessaires pour faire un grand emplacement d'attractivité et d'investissement. L'académique, le scientifique et le financier, c'est-à-dire le capital humain et financier. Donc le Brexit n'a pas inversé cette tendance-là, a créé des complications administratives, inévitablement. Nous avons continué notre croissance, nous sommes maintenant 30 personnes dans le quartier de Marble Arch, pour être précis. On a refait l'ensemble des bureaux aussi, on a regroupé tout le monde au sein dans le même immeuble, on a tout refait à neuf, donc je crois que tout le monde est très très heureux. On a eu de super photos à l'inauguration l'année dernière. Donc ce Brexit, si tu veux, pour nous, mais aussi pour nos clients, c'est surtout, je pense, ça que tu souhaites entendre. Nos clients, il y a eu un petit moment de flottement, de flou, inévitablement, parce qu'il y a ce phénomène d'inconnu. Quelles conséquences? C'est surtout pour, mais c'était le cas pendant la période Covid, en réalité, dès qu'il y a un peu une suspension, un moment suspendu, un investisseur met un peu son projet en attente. Voilà. Sauf les très grandes entreprises qui ont eux-mêmes de tels moyens pour déployer leurs équipes et leurs effectifs. Temporaire. Voilà, c'est un passage temporaire. On a l'impression que même les Anglais sont en train de revenir en arrière parce que c'est coupé comme ça du reste du monde européen, c'est pas... Ah, c'est possible ça, oui, ça c'est possible d'un point de vue purement politique. Ils ont payé cher au début. Au début, oui. Ouais. Aujourd'hui, je dois dire que nous, on ne voit plus vraiment de conséquences du Brexit sur les échanges économiques. Ah bah oui, voilà. Oui. On sait que... politique je pense. Oui. Je pense. Moi, d'un point de vue, si je parle de ce que nous connaissons, c'est-à-dire l'accompagnement des entreprises, et puis moi je suis économiste par ailleurs, donc c'est vraiment la matière que j'étudie, donc détaché d'un élément politique. Aujourd'hui, il n'y a plus vraiment d'effet. L'Angleterre, le Royaume-Uni sont en pleine puissance.
en termes d'attractivité, en termes de compétition internationale avec les autres nations européennes, la France, l'Italie, l'Allemagne. Et puis, on a énormément parlé du Brexit. En réalité, quand on creuse sur certaines mesures, on s'aperçoit que le Brexit n'a pas eu lieu sur certains aspects. Par exemple, les universités anglaises ne sont pas coupées du programme Erasmus. Oui, c'est un exemple. Parce que ce n'était pas d'ailleurs bénéfique pour l'Europe non plus, de les voir partir. Donc tout ça, c'est aussi des micro-négociations ou des négociations dans la négociation, mais ça relève d'un champ de la diplomatie, on va dire, institutionnelle, qui n'est pas le nôtre. Mais nous, d'un point de vue, donc, encore une fois, de la mobilité des personnes à des fins de travail et la mobilité des entreprises, on a eu un temps de flottement, et puis aujourd'hui, c'est quasiment sans impact. Enfin, on a souvent de la demande de clients qui veulent aller en Angleterre, comme avant le Brexit, aujourd'hui. Et la notion même de Brexit est totalement absente du raisonnement. C'est une hypothèse de travail. OK, il y a une frontière, il y a un peu de paperasse administrative. Comment on fait? Mais moi, je veux aller en Angleterre. Voilà. C'est plutôt comme ça qu'est formulée la question. Alors, nous, notre travail, j'allais dire, plus il y a de frontières, mieux on se porte, puisque nous, notre travail, c'est d'aider les entreprises à s'implanter durablement, à créer des emplois, et puis à faciliter la vie de cette mobilité-là. À surmonter les problèmes. Exactement. Alors, il ne faut pas qu'il y ait trop de barrières, parce qu'évidemment, sinon, il n'y a plus d'échange. Mais voilà, nous, on est un facilitateur, et c'est vrai que le fait d'être implanté directement dans ce pays-là permet à nos clients. On a eu encore le cas avec un client de Nicolas il n'y a pas si longtemps, un client italien qui avait le souhait de s'implanter en Angleterre. On a appelé tout de suite un de nos associés. Pour des raisons de forme, moi je m'assure toujours que le lien est fait. Mais enfin voilà, ça se fait extrêmement vite. C'est toujours facile pour une entreprise italienne de s'implanter en Grande-Bretagne? C'est un peu moins facile que les modèles, on y va, tout est prêt, il y a des bureaux. Ça, c'est toujours le cas. C'est toujours le cas. Là où c'est un peu plus compliqué, c'est la mobilité des personnes et la mobilité, on va dire, des marchandises. Ouais. Les questions de douane sont plus complexes qu'à une époque, et les questions de mobilité, de visa, d'emploi. Ça. Mais vous savez, nous, on est allé, Orcom, nous sommes allés en Angleterre après être allés en Chine et aux États-Unis. Deux pays qui ont quand même un droit local très très fort et des barrières à l'implantation très fortes. Donc les notions de visa, les notions de circulation des personnes sont extrêmement rigides, y compris aux États-Unis, hein, qui est par ailleurs un Eldorado sur certaines formes, mais enfin, parfois, quand ils mettent un embargo sur un produit, vous ne rentrez pas. Hein. Donc, ils ont cette capacité aussi de gérer les flux pour mettre un peu de pression. Et c'est vrai que nous, le Brexit nous a fait un peu moins peur. Une fois qu'on a réussi une implantation en Chine, en réalité, c'est un peu Mais plus alors, accessible. En Chine, j'ai une curiosité, c'est-à-dire en Chine, ça doit être extrêmement complexe parce que tout est différent, n'est-ce pas, en Chine, l'administration, la fiscalité, enfin, toutes sortes de choses. Comment est-ce que vous avez recruté sur place des spécialistes chinois? Alors notre équipe chinoise, c'est le cas d'ailleurs dans tous les pays, hein, mais n'est pas évidemment composée exclusivement de Français ou d'Italiens qu'on enverrait là-bas. D'accord. On a besoin, comme tu l'as dit, notre métier c'est aussi une question de droit local, droit fiscal, droit comptable, droit des entreprises. Donc il faut absolument que nos équipes soient constituées de spécialistes qui connaissent le droit local et donc souvent de locaux. D'accord. Donc en Chine c'est évidemment le cas également. 2 tiers de notre équipe est composée de fiscalistes et d'experts comptables chinois, de collaborateurs qui suivent ce parcours-là. Voilà. Parce que nous accompagnons des sociétés étrangères, notamment françaises, allemandes, italiennes et françaises notamment. Effectivement, les dirigeants ou les principaux directeurs sont soit français, soit italiens, soit allemands, pour accompagner encore plus le client dans ce territoire qui est très très différent du territoire de départ. Mais effectivement, sur place, il y a des spécialistes du droit local, c'est inévitablement. Il risque d'y avoir maintenant en Chine plus de difficultés pour les Italiens, les entreprises
entreprises italiennes depuis que l'Italie a décidé de se retirer des Ah routes oui. de la soie. Tu as raison, tu as raison. On va surveiller ça avec beaucoup d'attention. Après, par expérience, et je pense que vous aussi, messieurs, vous avez sûrement, Continue, voilà, bien plus que moi, c'est entre les déclarations qui sont faites dans les journaux et puis les réalités des négociations. Par expérience, je sais que l'administration chinoise, la Chine, est quand même assez pragmatique dans ses relations d'affaires. Ils ont envie de faire du commerce. Voilà. Ils ont envie de garder leurs propres règles, mais ils ont envie de faire du commerce. Voilà. Donc, nous, on est aussi implanté à Hong Kong. Hong Kong, dont on avait dit qu'effectivement, ça allait être compliqué, voire peut-être être remplacé, on va dire, par Singapour, dans sa place un peu de pont vers l'Asie. En réalité, Hong Kong est en train de revenir à sa place. J'étais encore, il y a quelques semaines, au symposium qu'avaient organisé les délégations hongkongaises et chinoises à Paris pour renouer un peu l'attractivité l'attractivité économique. Bon, le discours, il était extrêmement clair. Donc je pense qu'il y a beaucoup de pragmatisme aussi de leur part. Ce qu'il faut, moi je l'ai vécu avec le Brexit, ce qu'il faut c'est que les chefs d'entreprise, mais c'est le cas, s'informent beaucoup et nous fassent confiance. Ça, je pense qu'on a un marqueur confiance extrêmement important. On l'a vécu, moi, avec le Brexit, ça a été flagrant. D'abord, nous-mêmes, on n'a pas forcément écouté ce qu'on lisait dans la presse en disant justement l'Angleterre se détache et puis on ne pourra plus faire des affaires. Ce n'est pas tout à fait le cas. Et puis, on a aussi conseillé à nos chefs d'entreprise de toujours raisonner de manière extrêmement pragmatique et rationnelle. Et pas forcément toujours de se laisser entraîner par un état d'humeur, on va dire, plutôt médiatique, et qui parfois empêche de faire des projets alors qu'on pourrait tout à fait les faire. Je vous demande un exemple pratique. Une entreprise italienne ou française qui veut s'installer en Chine, quel est l'atout le plus important pour réussir? C'est-à-dire, comment les Chinois regardent une entreprise et pourquoi ils disent oui, non, on les aide, on les accepte ou pas? Alors, je pense qu'il y a deux atouts majeurs. D'abord, la qualité et l'image de marque d'une entreprise européenne, qui est extrêmement bien accueillie par, on va dire, le marché chinois, les consommateurs chinois. Faut imaginer, mais là c'est presque une lapalissade à ce stade parce que ça a été extrêmement documenté, notamment dans la presse économique, mais la Chine a continué sa transformation. Il y a ce qu'on appelle une classe moyenne maintenant qui est maintenant bien constituée et qui a les moyens de consommer, j'allais dire presque à l'occidental. Donc ils sont très attachés à la culture du produit, à l'histoire de l'entreprise. Ça, c'est quelque chose qui les marque beaucoup. Moi, j'ai eu des clients comme ça. En l'occurrence, j'ai en tête une entreprise française dont je tairai le nom, mais une entreprise plutôt familiale, presque artisanale, dans le domaine del cibo. Qui, parce qu'elle avait rencontré un partenaire sur une foire, avait eu cette proposition de partir en Chine, vendre ses produits, qui était pour elle quelque chose d'extrêmement... presque une aventure incroyable, évidemment. Donc grâce à nous, elle a pu faire cette démarche-là. Et son produit a été extrêmement apprécié parce que la culture de l'entreprise était aussi une entreprise de territoire, de qualité. Et donc il y a autour de ce marketing-là une appréciation par le consommateur chinois très importante. Contour politique, exemple, une entreprise italienne ou française, avec les problèmes qu'on vit partout, en Italie ou en France, entre terrorisme et autres bagarres, etc. Ça a un point, c'est-à-dire ça n'a rien à voir. C'est-à-dire pour un Chinois, la chose importante, c'est le produit, sa sériété. Le reste, oui. Non, ils ont un détachement quand même assez fort vis-à-vis du buzz médiatique mondial, aussi dramatique soit-il. Et ils ne sont pas coupés du monde, contrairement à ce qu'on pense. Hein. Ils suivent les mêmes tendances, même la mode suit les mêmes tendances, il ne faut pas croire. Bien sûr qu'il y a un accès à l'information qui est un peu différent, mais ils ne sont pas coupés du monde. Pour autant, il y a une relation plus pragmatique, peut-être plus distante, une forme de tourbillon médiatique qu'on vit en ce moment, du fait de l'actualité effectivement dramatique qui est la nôtre en ce moment. Et dans l'activité d'Orcom, pendant très longtemps, le point
point fort, ça a été le point des échanges franco-italiens, des investissements français en Italie et italiens en France. Maintenant, avec votre développement international, quelle est la part franco-italienne? En réalité, c'est une question qui est un peu compliquée, à laquelle il est un peu compliqué de répondre, parce que nos clients italiens sont toujours là, évidemment, mais par contre, ils ont changé de demande et d'attente. C'est plutôt ça que nous avons suivi et que nous avons accompagné. L'entreprise italienne qui a peut-être un capital qui s'ouvre à un fonds d'investissement et qui veut s'implanter aux États-Unis, elle a à la fois besoin de cette relation franco-italienne strictement, mais plus que. Si on s'arrête à ça, aujourd'hui, il y a toute une série d'entreprises. Nous, on s'adresse aussi à des entreprises ETI et grands groupes qui ont des perspectives de croissance et qui sont quand même des entreprises importantes. Cette approche mono-frontière, c'est évidemment pas un frein, mais c'est un point d'entrée en matière. Mais ça, on ne peut pas s'arrêter à ça. On pourrait dire c'est ce que je te coupe juste, mais c'est ce que mon prédécesseur avait dit aussi. C'est-à-dire que les entreprises italiennes n'ont plus besoin que de ça. C'est ça. Voilà. Ça, très clairement. On pourrait dire en quelque sorte que il y a eu un changement de braquet, finalement. Non, un changement de braquet, ça serait un peu brutal. Non, c'est juste une légitime évolution. On a suivi aussi, on a d'abord une évolution pour nous-mêmes, parce qu'on souhaitait continuer à conquérir des territoires nouveaux. Et pour accompagner les entreprises qu'on continuait toujours d'accompagner. Moi, je pense aux entreprises françaises qui, auprès de mes associés qui sont à Dijon, à Agen, à Orléans, eh bien, ont besoin de cette ouverture internationale. Et nous, en tant que cabinet, on souhaitait proposer à notre clientèle d'être un peu cette passerelle vers des territoires d'opportunité. Nous aussi, en tant qu'entreprise, nous continuons de grandir. Tu as peut-être lu le communiqué de presse et la publication de Michel Martin, fondateur et président d'Orcom, à l'occasion du déménagement à la Défense. Donc on veut être un acteur majeur du conseil, de l'expertise et de l'audit. On veut aussi s'adresser à des entreprises et à des clients qui ont cette approche multi-pays, cette approche internationale. Venir à la Défense, c'est aussi un marqueur fort pour nous. Et c'est presque une annonce en disant eh oui, nous voulons être un acteur majeur de ce conseil aux entreprises de taille intermédiaire et aux grandes entreprises. Nous nous mobilisons beaucoup pour évidemment être quasiment à l'avant-garde de toutes les transformations technologiques et normatives. Je pense à la facturation électronique, dont le calendrier public a été décalé, mais nous sommes prêts. Je pense aux grandes normes écologiques qui vont venir rythmer la vie des entreprises et des administrations publiques, aux ESG, au reporting de durabilité, donc qui a trouvé sa retranscription maintenant dans le droit français, qui s'adresse avant tout aux grandes entreprises et qui va ensuite, par ruissellement, venir sur les plus petites. Entre 2024 et 2029, il y aura eu cette transformation. Nous sommes prêts. Nous avons déjà constitué une équipe. On avait fait la même chose sur les prix de transfert. On avait commencé à petite échelle. Aujourd'hui, nous sommes en grande capacité d'accompagnement. Donc, se tenir prêt sur des sujets importants, c'est aussi se tenir prêt pour accueillir un certain niveau de clientèle et un certain niveau d'entreprise qui ont ces besoins-là. Évidemment, ce que je viens de citer là, tout le monde n'en a pas besoin. On imagine que tout le monde va en avoir besoin à terme, un jour. Mais aujourd'hui, ça concerne d'abord les entreprises de taille intermédiaire et les grandes entreprises qui, elles, ont besoin d'un point de contact à Milan, mais ont besoin d'un suivi aussi à Londres et à New York. Voilà. Et nous, c'est cette approche. Donc en réalité, nous ne nous sommes pas transformé ou pas opéré un changement de braquet, on a continué l'évolution que nos clients aussi ont suivi. Voilà, le nombre de clients, aujourd'hui, je veux dire 80, les clients qui étaient avec Roméo sont tous aujourd'hui avec nous. Par contre, eux-mêmes, ils ont grandi. Ils ont dans leur capital peut-être une nouvelle génération de dirigeants.
qui a plutôt mon âge, un fonds d'investissement qui a besoin de déployer. Il y a eu une entreprise qui a fusionné avec une autre, donc ils ont voulu devenir un grand compte, etc. En regardant à l'encontre, la France et l'Italie, selon vous êtes un point d'observation important et expérimenté. Donc la France et l'Italie ont une attraction importante, visible, solide vis-à-vis des investisseurs d'autres pays, ou c'est un moment un peu une pause, disons? Non, alors pour répondre à votre question sérieusement, il faudrait mettre quelques chiffres. Alors là, on n'est pas encore à la fin de l'année 2023, donc on se retrouvera au premier trimestre 2024 comme d'habitude, et là on pourra avoir des chiffres notamment du commerce extérieur. Et je pourrais documenter un peu plus cette opinion, mais... oui, on prend déjà rendez-vous. On prend déjà rendez-vous, voilà, pour cette question. Mais c'est vrai que les relations franco-italiennes sont toujours complexes, mais je parle aussi à des experts de ces relations-là, parce que elles sont à la fois du « je t'aime, moi non plus », c'est systématique. On fait le traité du Quirinal, et en même temps, qu'est-ce qu'il en sort de manière extrêmement concrète? C'est toujours, vous voyez, on a des cousins qui s'aiment, mais quelquefois... C'est très paradoxal. Il y a quelques semaines, si je ne me trompe pas, je crois que c'était fin novembre, s'est tenu, donc dans le cadre de ce traité, à l'occasion de l'anniversaire de la signature, un grand colloque à porte close. Donc moi, j'avais été informé, mais je n'ai pas pu y assister, de la fonction publique. Ah oui. Donc des responsables de la fonction publique française et italienne se sont parlé visiblement pour essayer de réfléchir ensemble sur les moyens de se rapprocher. Voilà. Donc c'est à la fois des sujets très importants, très passionnants, mais qui ont du mal parfois à déboucher sur des plans concrets de mise en œuvre, de transformation. En particulier, on voit qu'il y a un rapprochement très fort entre Italiens et Français, parce que les dangers est pour tout le monde, et la France et l'Italie souffrent plus que d'autres en ce moment. On le voit, et donc dans toute la politique sur l'économie européenne, les alliances, etc., là, il y a un changement, peut-être, j'espère définitif, parce qu'après tous les bagarres qu'on a eu dans le passé, ça suffit. Hein, oui. Là où vous avez raison, j'ai du mal encore à être assez catégorique, mais sur le plan économique... Moi, j'ai toujours eu une impression un peu détachée de ces altermoiements politiques et médiatiques en réalité, parce que nous, dans notre métier, et par ailleurs moi en tant qu'économiste, la matière économique, la matière des investisseurs, elle est beaucoup plus pragmatique. Donc un chef d'entreprise français, s'il veut aller chercher un talent en Vénétie, il ira chercher un talent en Vénétie, quels que soient les contacts diplomatiques entre les deux. Pareil pour une entreprise italienne qui opère dans le monde du luxe. Je donne un exemple assez classique. Il se dit « Paris is the place to be ». Il tentera de venir à Paris. Vous voyez ce que je veux dire. Donc c'est vrai que nous, on a toujours connu ce flux d'affaires. Moi, ce que j'ai remarqué quand même de manière assez décisive, c'est que, mais c'est pareil à tous les échelons, j'en parlais encore avec notre président il n'y a pas si longtemps, c'est que la clientèle française, la clientèle italienne, qui avant était justement sur le passage de cette frontière, aujourd'hui, c'est plus du tout son seul besoin. Et ça perdure. Moi, j'ai eu aussi également des contacts, par exemple, avec des partenaires publics auprès de qui on va faire des conférences pour leurs adhérents, des Confindustrie ou des CCI ici en France. Quand j'ai démarré ce métier, moi j'ai démarré ce métier il y a une quinzaine d'années, ils étaient, voilà, je voudrais doing business in Italy, doing business in Germany, doing business in the US. Ils étaient très contents d'avoir cette thématique pays. Aujourd'hui, c'est non, comment je m'internationalise? Et apportez-moi des réponses sur plusieurs pays en réalité. Après, je verrai. Parce que le monde, il est quand même ouvert. Aujourd'hui, on rentre probablement dans une phase, ça c'est l'économiste qui parle, parce que dans le labo auquel je suis rattaché, il y a eu quelques études qui ont été publiées sur cette nature-là. On est probablement sur une forme de nouvelle régionalisation du monde. Mais c'est compte tenu que l'histoire ne repasse jamais deux fois les plats, on ne va pas revenir en arrière. La structure de mondialisation et de, on va dire, d'éclatement des chaînes de valeur, elle existe. Elle va perdurer. Maintenant, c'est comment on va venir se mettre cette surcouche de régionalisation sur cette structure de chaîne de valeur mondialisée. Voilà, c'est ça la grande question, en tout cas, qu'ont les économistes actuels. Et je pense que
les rivalités et amitiés franco-italiennes, malheureusement, ne sont pas prêtes de s'éteindre. Voilà, ça va être parce que ça fait partie un peu de notre ADN et qu'il y a des moments de réchauffement quand parfois peut-être la France se pose des questions avec Oui. sur ses relations avec l'Allemagne. Mais vu la situation mondiale, vu ce qui est en train d'arriver entre les nouveaux alliances, même militaires et politiques qui sont en train de naître, l'Europe, les Européens, donc pas seulement la France et l'Italie, mais l'Europe doit être... Voilà, là, le seul espoir, c'est d'être unis. Hein, voilà. point de vue de l'économie. Ça, c'est une opinion. Alors, je suis assez effectivement d'accord. Qui ne le serait pas aujourd'hui? Parce qu'il y a eu un temps où on pouvait se chamailler, Europe, pas Europe. Aujourd'hui, on n'a plus trop le choix. Parce qu'effectivement, je crois que de toute façon, mais c'est dans les temps de crise aussi que les choses se clarifient. L'Allemagne qui commence une période de crise, la France et l'Italie aussi, l'Espagne n'est pas brillant. Donc, mais là où vous avez raison, c'est qu'effectivement, c'est peut-être cette réouverture, j'en parlais, j'étais en Suisse il n'y a pas si longtemps que ça, et on parlait justement, il y avait un parterre d'experts allemands, italiens, français, et puis on parlait justement de cette éventualité qu'effectivement ce trio, au lieu d'avoir peut-être un binôme qui soit le moteur de l'Europe, peut-être que ça puisse se faire à 3 ou 4 en réalité. Voilà. Peut-être pourquoi pas avec l'Espagne, et si l'Angleterre revenait, voilà, et des choses, mais incluant aussi l'Italie effectivement, qui est souvent parfois un peu laissée pour compte. Alors nous... Maintenant, il serait peut-être temps de parler de comment Orcom affronte la situation, qui est une situation pratiquement inédite, parce qu'on a l'impression que tout arrive en même temps. Il y a au moins 2 conflits, sinon 4, l'Ukraine et la Russie, Israël et le Hamas. Et en plus, bon, il y a l'Arménie et l'Azerbaïdjan, il y a des bruits de bottes et de canons autour de Taïwan. Donc, enfin, ensuite, il y a des problèmes économiques, il y a l'inflation, il y a la volatilité des marchés. Et tout ça, n'est-ce pas, est-ce que face à tous ces problèmes, à cette situation, est-ce que Orcom a dû changer un peu sa stratégie, ses objectifs, Alors, je te dirais oui et non. Non, parce que nous sommes d'abord un cabinet d'expertise comptable, de conseil et d'audit, donc notre référentiel normatif, il est de toute façon très dense. Les entreprises sont confrontées, les entreprises et les agents économiques, pour prendre un terme un peu plus large, sont de toute façon confrontés à un monde administratif qui va être de plus en plus administratif et de plus en plus dense. Avec un monde de normes qui va lui aussi se densifier. On parlait à l'instant des normes écologiques, avec les nouveaux reportings de durabilité, c'est extrêmement dense. C'est ce qu'on appelle les éléments extra-financiers, à publier, à remplir, à déclarer. Donc pour tout ceci, il faut des personnes qui émettent une opinion là-dessus. Voilà. Donc le monde se transforme, mais il reste stable sur ses fondamentaux. C'est-à-dire qu'il faut des normes, il faut des règles. Les règles changent, les règles évoluent, mais il faut des normes, il faut des règles. Donc nous faisons partie de ces professions qui apportons une opinion auprès de certains agents économiques. Ont-ils ou pas respecté telle ou telle norme? C'est ça notre travail. Soit on produit les documents pour remplir la norme, soit on atteste que les agents économiques ont respecté la norme. Donc, nous sommes un métier de la confiance, un métier d'opinion. Donc en ce sens, nos fondamentaux ne changent absolument pas. En revanche, je le disais à l'instant, Orcom est une entreprise extrêmement agile, très attentive en termes de veille aux évolutions. Donc on est tous, je dis tous, un certain nombre d'associés qui composent un peu le navire amiral, la pointe avancée, on va dire, du navire amiral Orcom. On est dans des instances de représentation. Je parle pour mon périmètre, l'international, ça permet aussi de donner un peu des éclairages sur ce qui se passe ailleurs. On a une grande transformation qui va s'opérer, c'est la comptabilité et la facture électronique, la nouvelle forme de saisie comptable, la nouvelle forme d'échange des données comptables.
Dans d'autres pays, ça s'est fait déjà il y a bien longtemps, en Italie par exemple, mais c'est le cas aussi en Angleterre. Donc tout ceci nous donne des expériences. Donc quand on a de l'information, un homme averti en valant deux, on est assez serein sur notre stratégie, c'est-à-dire solide sur ses fondamentaux et en même temps extrêmement agile sur les grandes tendances. Voilà. Donc notamment changement normatif et changement d'outils. Pour nous, c'est très important. Après, le rapport avec la marche du monde, on a la modestie de penser qu'on est voilà, c'est pas nous qui la faisons, on l'a subi comme beaucoup d'autres. Donc on a eu, comme beaucoup d'entreprises, hein, après là, les conseils que nous donnons à nos clients, on se les applique aussi. Par exemple en Chine, quand la Chine à un moment donné s'est fermée autour du Covid, on a ouvert une société à Singapour qui était là pour accueillir des personnes qui avaient des enfants chez nous, de notre équipe, et qui avaient besoin de s'installer à Singapour. Voilà. On a eu cette réactivité-là. On ne peut pas faire grand-chose de plus, mais voilà, ça, on l'a fait. Mais c'est aussi ce que certains de nos clients ont fait. Voilà. Ouais. Donc c'est gérer et puis diriger, c'est aussi être très attentif à ces transformations, mais jamais faire le pas plus grand qu'on a la jambe. Voilà. On fait attention aussi aux mirages que peuvent représenter les transformations technologiques. Hein. Il y a des fondamentaux dans la vie, donc on est très, très ferme là-dessus. L'intelligence artificielle? Oui, c'est un sujet, moi, que je trouve... C'est peut-être sur un peu la partie conclusive aussi, parce que moi, on l'avait déjà dit une fois ensemble, mais moi, je trouve que c'est une épopée incroyable de transformation inouïe, qui va, mais comme toute transformation, on va dire à la Schumpeter, apporter ces éléments de destruction, ces obligations de contrôle, ou de maîtrise peut-être, ou donc de normes. Voilà. Il n'y aura pas de robots qui vont faire un audit demain? Non, je crois pas, mais ça dépend de ce qu'on appelle un audit en réalité. Si l'humain se comporte comme un robot, il sera remplacé par l'humain qui se comporte comme un robot, c'est-à-dire qu'il ne réfléchit pas, qu'il n'imagine pas, qu'il ne crée pas, qu'il n'a pas un minimum de poésie dans sa vie, il sera remplacé par un robot. Voilà. Mais c'est comme le journaliste qui fait du copier-coller de la dépêche AFP. Il sera remplacé. Il n'est pas un journaliste. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà. Donc c'est exactement la même chose. Qui fait du copier-coller sera remplacé par l'intelligence artificielle. C'est malheureux, mais c'est comme ça. Qui se dit, l'intelligence artificielle est un outil pour faire des tâches mécaniques, et moi je vais apporter ma vraie intelligence humaine à ce travail-là. Alors, en fait, je pense que c'est peut-être même paradoxalement le réveil de l'intelligence humaine. Finalement. Se stimuler en disant, attends, c'est soit le robot, soit moi, donc à moi de redevenir humain, c'est-à-dire de penser, de réfléchir, d'aimer, de vibrer. Voilà. Parce que ça, le robot, il ne le fera jamais. Mais bon, j'enseigne par ailleurs, et chez Orcom, on accueille beaucoup de jeunes. Ça a toujours été un moteur aussi très important de la croissance d'Orcom, d'accueillir et de faire grandir. Je n'imagine pas qu'on puisse dire à une génération, je ne suis pas très vieux, mais bon, il y a effectivement une autre génération qui arrive, leur dire le monde qui s'ouvre à vous est un monde pourri, est un monde fini, est un monde triste. Moi, je n'arrive pas à me résoudre à ça. Il y a des difficultés, il y en a eu de tout temps, et nous, on fait partie peut-être d'une génération qui n'a pas vécu ni la faim ni la guerre, ça c'est vrai, mais il suffit de remonter à pas si longtemps avant, et puis chaque génération a vécu ses drames. Et pour autant, la vie continue. Et la vie, elle est aussi parfois pleine de sourires. Donc, les grandes transformations, je trouve que c'est aussi des grandes opportunités. C'est une note d'optimisme, mais peut-être avec un fond solide. Il faut. Voilà. C'est pour ça qu'il ne faut pas perdre la tête. Je voulais terminer sur une note en te demandant une impression, une opinion, pour reprendre la célèbre formule de Gramsci. C'est quoi? C'est l'optimisme de la volonté ou le pessimisme de la raison? Non, c'est l'optimisme de la volonté. C'est de manière indiscutable. En tout cas, ça c'est mon parti pris. Mais... Bien. Merci beaucoup. Mais je vous en prie, messieurs. Merci à vous. Merci.